j'ai été libéré, mais à moitié. C'était pas une dédicace comme ça que Sofiane il a faite. Ouais. Bakhao, c'est quelqu'un, j'ai du vécu, et moi toute ma jeunesse, j'ai pas le droit de sortir. Et je rencontre Bruno par hasard, il était dans, je me rappelle, une Mercedes décapotable, c'est le cas. Pour le moindre truc, ils sont sur les nerfs. Ils demandent qu'à péter, frérot. Donc voilà, tu vas pas nous la faire. Les filles, YouTube. Papa, ouais, Bakhao. Arrête de me dire, c'est qui Bakhao? Qui est Bakhao ici? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Consulte, l'émission où vos rappeurs et rappeuses préférés se racontent sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit le plus marseillais des MC franciliens, un homme de terrain, un disque de diamant en interview. Mesdames et messieurs, voici le grand Bakhao. Salut Bakhao. Comment va? Tranquille. Ça va? Merci, tout va bien. Bah alors, je t'appelle comment? Bakhao, Ouzou, Abou. Les trois, ça dépend pour qui. Dans la rue, généralement, on t'appelle comment? Bon, Abou, c'est plus les parents, okay. La famille les plus les intimes. Bouzou, c'est les gens qui me connaissent avant Bakhao depuis avant 2015, on va dire. Bakhao, c'est venu en 2017 à la sortie de prison. Donc il y a les trois. Mais Bakhao, c'est ton blaze, mais c'est aussi un code, un surnom pour un pote, pardon. Ouais. Au final, c'est à s'en perdre les Bakhao, non? Ouais, bien sûr. Bakhao, c'est comme les Schtroumpfs, Bakhao. On va boire un petit Bakhao, on se fait un petit Bakhao. Tu comprends? En plus, ça part de mon cousin au Sénégal, qui est connu. C'est un chanteur de Dabrens. Il s'appelle Bakhao et c'est parti d'un son qu'on avait fait lui, moi et Alpha 520 à l'époque. Et en rentrant, tous les mecs du quartier, quand ils écoutaient ce son, ils disaient, ah, ton cousin Bakhao, il chante bien et tout. Et le blaze, il est resté. Mon pote Faron, il a commencé à m'appeler Bakhao, Bakhao. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et justement, tu viens de sortir ton livre. Oui, Libéré. J'ai eu le plaisir de lire ton livre. Ah, merci mon frère. Je trouve que le récit de tes victoires et de tes défaites montre d'une certaine manière que la vie ne tient qu'à un fil. Exactement, bien sûr. Est-ce que c'était difficile de retracer ta vie? Pas du tout. Franchement, sur ce côté-là, j'ai été plutôt fluide. J'ai été accompagné de Baptiste pour le livre avec Face Cachée Édition. Et franchement, je l'ai écrit comme je parle. D'accord. Ça veut dire vraiment, on a mis la forme après Baptiste, mais moi, quand je le racontais à Baptiste, c'était comme si j'étais avec un pote, autour d'un verre, et voilà, lui avait préparé un peu ses fiches pour qu'on reste un peu centré, tu vois. Moi, ça a été très fluide. Voilà, c'est qu'on dit, comme j'ai l'habitude de dire, on dit ta mère, elle s'appelle comment? Bah, tu connais son nom, t'es né quel jour? Donc moi, quand je raconte ma vie, j'ai une certaine facilité parce que tout ce que je dis, c'est vrai. Ouais. Donc ça va tout naturel. Si j'ai besoin de chercher dans ma tête, je l'aurais ressenti direct. J'arrive pas trop à mentir, je suis un mauvais menteur. Mais ton livre, du coup, s'appelle Libéré. Oui. Ça me dit quoi de toi, le mot libéré? Libéré, c'est parce que tout le monde m'a connu sur Libéré. Ouais. J'ai été libéré, mais à moitié. Parce que quand je suis sorti en provisoire. Donc la provisoire, c'est en attente de jugement. Donc même quand on était avec Fianso, j'étais pas totalement libéré. C'est pour ça que j'ai libéré Bakhao, c'est pas fini. Son jugement, il arrive. Mon jugement est arrivé, j'ai pris la peine de 4 ans, avec 3 ans ferme et 1 an de sursis. Et comme j'avais déjà effectué presque 1 an, donc là, à l'heure actuelle où je te parle, j'ai encore 18 mois de bracelet que je dois faire. Et dès que j'ai fini, normalement que je finis cette peine, j'espère qu'ils me mettront un bracelet électronique. Et que même pas encore sûr? Non, c'est pas sûr. Okay. C'est à la juge de décider. Après, c'est selon ton travail, ta famille. Voilà, chaque personne, c'est cas individuel. Si j'ai toutes les garanties de représentation qu'il faut, normalement, on m'acceptera un bracelet, mais c'est pas obligatoire. Même si je repars, je mets un bracelet ou quoi, je me sens libéré de mes affaires d'avant. Voilà, là, c'est le nouveau Bakhao, tout est neuf. On est passé à autre chose. Mais ce livre, c'est une idée qui est venue d'où? Est-ce qu'au final, c'est pas un peu ton public, entre guillemets, qui t'a forcé la main? Exactement. Parce que depuis que je te connais, que j'ai appris à te connaître, on a toujours dit la vie de Bakhao, c'est un film. Exactement, t'es fort. Et ben, c'est totalement ça. Moi, jamais de ma vie, je me serais dit, quand j'étais dans 600 cellules en Martinique, qu'un jour, j'allais faire un livre. Je te parle de ça 2017, 2016-2017. Donc vraiment, il y a eu l'après Fianso. Quand je suis sorti, c'était le Bakhao de Fianso. Mais dès que j'ai sorti mon album avec Sony en 2020, les gens sont intéressés à moi parce qu'ils ont commencé à me découvrir via les interviews que j'ai faites. Au début, c'était Bakhao, on sait qu'il était en prison, mais c'est qui ce Bakhao? Quand j'ai commencé à parler de moi, de ma vie, ah Bakhao, il connaît Doc Gynéco. Ah Bakhao, il était en Thaïlande. Ils ont vu que vraiment, c'était pas une dédicace comme ça que Sofiane il a faite. Ouais. Sans me jeter je connais, j'ai du vécu. Sofiane, j'étais sur scène en 2003 avec Doc Gynéco, je faisais des tournées. Lui, il a pété en 2015. Ça fait 12 ans avant, je faisais des tournées. Donc même lui, quand on se voit, il me dit, ah Bakhao, toi, t'as déjà tout vu dans la musique. J'ai tout vu, mais pas en mon nom. Ouais. Je l'ai vu
à travers donc gynéco. Et Voilà. dans ton autobiographie, on apprend que tu as quitté Marseille vers l'âge de 10 ans pour t'installer. Entre 8 et 10 ans. Ok, Si mes pour souvenirs t'installer du coup au 9-3. Exactement. On dit souvent que les déménagements sont difficiles pour les enfants. C'est une épreuve difficile à vivre. Bien À sûr. l'époque, comment tu l'as toi-même vécu? Moi, ça a été le fait de quitter Marseille, parce que moi, Marseille, j'étais dans un petit cocon familial où tous mes oncles et mes tantes, du côté de ma mère, ils habitent tous là-bas. Mon père, il vient du Sénégal, mais c'est le seul de sa grande famille qui est en France. Le reste, ils sont tous au pays. Et ma mère, elle est venue très tôt, elle est venue en bateau de Dakar. À l'époque, il y avait un bateau qui faisait Dakar-Marseille. Et elle est venue avec sa mère et tous ses frères et sœurs. Et donc, moi, quand j'étais à Marseille, c'était vraiment le délire familial. On mange chez mon oncle, je traînais avec mes cousins. Et quand quand mon père a décidé de venir à Paris pour le travail, comme il était cuisinier, mon père, et ça a été le choc du changement, en fait. Le repère, déjà les amis, la famille, le temps, les gens. Nous, on a la cool, frère. À Marseille, dès petit, à 8 ans, j'ai senti qu'ici, les gens, les petits de 8 ans, c'était pas comme les petits 8 ans de moi. Que moi, ils étaient. La pluie, on dirait que c'était déjà un peu cassard, comme on dit, un peu vénère. Donc voilà. Et si tu fermes les yeux un instant, on Ouais. est dans les années 90, Ouais. est-ce que tu te rappelles vraiment de toi enfant ou c'est le livre qui t'a permis de faire ce travail de mémoire? Moi, j'ai la mémoire jusqu'à. Avant 7 ans, non. Mais à partir de 7 ans, tu gardes des souvenirs. Très peu de souvenirs, mais j'en garde. Je me rappelle que la fille que j'aimais à l'école, elle s'appelait Maude. Ouais, c'était en CE2, elle s'appelait Maude. Ça, c'est des petits trucs que je sais. Mon pote, mon meilleur ami, c'était Thomas. Tu vois, donc c'est des choses que j'ai pas oubliées. J'avais 6 ans. T'étais 7 ans. quel genre de petit enfant? Enfant, moi, je suis comme ma tante Nadine a dit, chaque fois que je vais chez elle, elle dit, laissez Abou, il va aller compter les poteaux. J'aime trop le dehors. Elle a dit, ma tante, reste pas, elle disait, Abou, laissez-le, il va compter les poteaux. Je veux trop être dehors. J'aime trop le dehors. C'était ça, ma jeunesse. Moi, je voulais tout le temps être dehors. J'aime trop être, voilà, c'était mon truc. Et Mais mon tu père, faisais quoi dehors à l'époque? pour m'amuser, pour jouer, vélo, ce que tu veux. On joue aux billes, les trucs d'enfant, tu vois, avant que les problèmes dans nos têtes arrivent. Mais sinon, l'enfance normale d'un petit jeune voilà, Et à la maison, pardon, avec tes parents, ça se passait comment à l'époque? Avec mes parents, ça va, ça se passait bien. Mon père, il part à 6 h du matin, il revient, il est 20 h. Donc déjà, tu vois, il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. La maman, c'était elle qui avait le rôle de s'occuper de nous pour l'école, pour tout ce qui est la vie des enfants. Donc mon père, tu le vois jamais, il arrive à 20 h, il regarde le journal, jamais il dort sans. Il mettait le journal, TF1, 21 h, il est au lit. Ça, c'est toute sa semaine. Mais par contre, mon père, lui, dans l'éducation, il n'y a personne qui rentre après lui. C'est-à-dire, moi, toute ma jeunesse, je n'avais pas le droit de sortir. Moi, je pouvais sortir que le mercredi après-midi, le samedi, mais il y avait des heures. Moi, j'avais plein de potes qui rentraient à 10, 11 ans, ils rentraient à des 21 h, 22, t'as vu, parce qu'ils sont des grandes familles. Que, tu vois, moi, vraiment, sur ça, mon père, c'était l'école. Lui, il s'en fout. Le foot, tu peux lui dire musique, tu peux aller où tu veux. Si à l'école, il y a un truc, tout ça, c'est bloqué, tu sors plus, je m'en fous. Il a toujours été du côté des professeurs. Même si le professeur, il lui dit, t'as tort. Avec les professeurs, t'as toujours eu tort. Donc, moi, j'ai toujours été dans cette éducation. Et c'est pour ça que, pour pouvoir sortir, T'étais bon à l'école? j'étais pas bon à l'école, mais il fallait avoir encouragement. Ça veut dire encouragement, ça veut pas dire que t'es fort. Ouais. Mais si j'avais 6, l'autre truc, j'ai 9 ou 10, il y avait l'encouragement. Je dis à mon père, t'as vu, j'ai encore. Ah, ça va. Tu peux Tu peux vaquer à tes assister occupations. les fêtes du 14 juillet, le 20. Même ça, c'était puni. Si à l'école, ça pas, tous les enfants sont dehors, sauf toi. Là, tu pleures par la fenêtre. Combien de fois j'ai pleuré par ma fenêtre? Et à l'époque, il n'y avait pas une sorte l'heure à laquelle il fallait rentrer à la maison, il ne t'imposait pas des horaires de sortie. Si. Oui, exactement. Moi, c'était ça. C'était par exemple, il me dit. 22 heures, t'es à la maison. 22 h, ça. Ouh, quand j'avais 17 ans, je crois, 22 h. Ah non, jusqu'à que mon père est pas au bled. Mon père, il est parti à l'âge de. Ouais, jusqu'à que j'ai eu mes 18 ans, on va dire 17 ans. Mais jusqu'à cet âge-là, non, mon père, sur les heures, il t'attend. Quand j'étais devant la porte, des fois, je mettais des 10 minutes, je perdais du temps, juste pour me dire. Et je faisais comme ça devant la porte. T'as vu les trucs comme ça? Et tu veux sonner, je fais comme ça. Après, quand je sonne, je fais tit. On dirait, frérot, c'est mort que tu vois. Pour passer au volet musical, à quel âge te vient l'idée de faire du rap? C'était quoi le déclic concrètement? Le déclic, je crois que ça a été les Chris Cross. Hein. Okay. Pour vraiment que j'ai aimé le rap, c'est les Chris Cross parce que c'était petit, pantalon à l'envers. Et moi, j'étais toujours kiffé les jouets, ils avaient des nattes, ce que j'avais pas le droit de faire.
Non, les Criss Cross, si on parle vraiment en mode gamin, je te parle, j'avais 8 ans, j'ai vu des petits chanter Jump, Jump, stylé, bien habillé. Ah, ça m'a donné envie. Je te parle niveau quinri, ça a été vraiment les petits Criss Cross. Mais à l'époque des Criss Cross, est-ce que c'était via ta sœur, si je ne me trompe pas, tu avais Exactement. découvert le rap? Oui, exactement, parce que ma sœur, elle dansait au quartier, elle était dans la danse beaucoup. Donc, elle, tous les jours, elle écoutait des sons. Bon, en plus, elle a quoi? Elle a 8 ans de plus que moi, donc j'avais 8, elle avait 16. Donc, j'ai grandi un peu avec sa culture musicale. Du coup, elle a un peu suivi aussi ta carrière. Bah oui, oui, oui. Même, elle a été surprise, surprise parce que elle était fan de Doc Gynéco. Et après, arrivé le moment où je l'ai rencontré, je suis parti avec son numéro. Elle ne demandait pas tant. Elle s'est dit, t'es un fou, mon frère, toi. À l'époque aussi, vient rapidement ton premier groupe. Si Oui. je ne me trompe pas, c'est NGA. Exactement. Nouvelle génération artistique. Ok. Oui. Qui est devenu l'équipe Z plus tard. L'équipe Z, exactement, dans la chronologie. Exactement. Et comment est né le groupe? Comment ça s'est fait à l'époque? Ben, ça s'est fait sur les bancs de la primaire. Hein. Ok, carrément, primaire. Primaire. Ouais, on va chercher les Pokémon, toi tu voulais... Là, je suis là, on est que dans mon début. Moi, c'est venu très vite tout ça. C'est venu CM2, CM1, CM2. C'était par rapport aux kermesses. Okay. Chaque année, il y avait la kermesse. Donc, nous... Il fallait faire soit du théâtre, soit de la musique. Voilà, nous, on faisait danse et rap à chaque fois. Donc, c'est de là qu'on a formé le groupe avec mon ami Aboubacar et son frère Hassan. Et à l'époque, Lamine, on était 4, voilà, on était NGA. Et nous, c'était danse et musique, c'est-à-dire on dansait avec une chorégraphie. On chantait en même temps, il y avait une chorégraphie. Et ça appartenait, ce nom-là, aux grandes chez moi qui avaient eux-mêmes un groupe. Qui étaient eux-mêmes NGA. Et nous, on était la relève d'NGA, on a gardé le groupe par rapport aux grandes chez nous. Voilà. Et comment est arrivé le passage de NGA à l'équipe Z? L'équipe Z, parce que l'équipe Z, il y a 2 têtes qui sont rajoutées. Il y en a un qui est parti, Lamine, donc il ne restait plus que moi. C'est 3. Voilà, Aboubacar et son frère Hassan. Et il y a Philippe et Dragon qui se sont rajoutés, et Eddy. Donc c'est là qu'on a dit, et c'est des grands de chez nous, qui s'appellent les 4 Fantastiques. Je ne sais pas si tu as connu ce groupe, qui était connu à l'époque, de Blanc-Ménil. Et eux, ils s'appellent les 4 Fantastiques. Je dis, c'est un truc de manga, ça. Eux, il y avait l'équipe Z dans un dessin animé, voilà, c'était un truc de baseball et tout, l'équipe Z, et ils nous ont donné ce blaze-là. Voilà, et ces gars, c'était l'équipe Z. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait un gros hit de l'équipe Z, c'était le Z... Rap sur la frappe. Ouais, c'est un peu l'ancêtre de Ramène-nous la coupe. À la maison, exactement, de VG Dreams. L'ancêtre, on était déjà précurseurs. Hein. On a fait ça en 98, donc j'avais quel âge? 14 ans. 14 ans, notre premier single. Je me rappelle le grand de chez nous, Mohamed Rezouk, paix à son âme, avec Stéphane Marcia. Et ils nous ont dit, la Coupe du Monde, elle arrive, les gars, vous êtes dans la musique, venons faire un rap sur le foot. Et l'idée, elle est partie de là, on a commencé à écrire On a écrit ce morceau vraiment avec Momo, Stéphane et nos idées à nous, c'est à 5. Et on a fait ce single qui s'appelle le Z Rap sur la frappe, qui est sorti tard par rapport à la Coupe du Monde, parce que... Juste avant la Coupe du Monde. Là, je te parle en termes de si on aurait pu tout exploser. Voilà. Ce son-là, on aurait sorti. Connaissait le son, quoi. Exactement. Les gens, ils ont dit, je l'aurais sorti 1 ou 2 mois avant. Non, ça, c'était tube, hein. C'était carton, M6. À l'âge de 14 ans, j'aurais vécu une vie déjà de. Ouais. Mais il n'y a rien sans rien. Peut-être qu'on l'a pas fait, c'était même mieux pour nous. Mais il a quand même rencontré un grand succès à l'époque. De fou. Vous avez même fini à Stade 2, si je me Jour de la finale. Ouais. Jour de la finale, Stade 2. T'as 14 ans. Exactement, 14 ans. Jour de la finale, on se retrouve à 1 heure avant le match. Le match était à 20h30 ou 45. On a chanté à 19h, nous. Donc, ça veut dire millions de personnes qui regardaient. On a chanté ce morceau, le Z Rap sur la frappe. Ouais, incroyable ce qu'on a vécu ça. Franchement, je remercie pour avoir vécu ces choses-là. C'est incroyable. Et il y a eu aussi une belle expérience, c'est ta rencontre avec Doc Gynéco. Oui. Elle est un peu ouf, non? Bruno, il est dans son mood. c'est un bon fou. C'est pas le fou, ouais. Oui, mais d'une certaine manière, pardon, t'as forcé un peu le destin. Oui, bien sûr, je l'ai forcé. Déjà, moi, le fait de... T'as su comment qu'il était à la chapelle, en fait? Ben, c'est sur ses sons. Okay. Porte de la chapelle, tout ça. Et même dans son son, il dit, du 23e étage, t'es arrivé au rez-de-chaussée. Tout ça, j'ai écouté sur le son sur son père. Je savais qu'il habitait dans la tour et au 23e. Je suis parti avec ces 2 bases-là. Il n'y a pas d'internet, hein. C'est la musique, j'ai dit, clac, bim, bam. Et c'est parti de ça. Parti vérifier, quoi. Et je suis parti un après-midi, mercredi après-midi, je crois que j'étais en 6e. Je suis sorti du collège, je suis parti à la chapelle et il y a un bus qui ramène de chez nous, de Blanc-Ménil, la porte de la chapelle, il fait juste le Stade de France, t'arrives en 10 minutes en fait. Tu vois? Et voilà, je prends mon bus avec mon sac à dos, j'arrive à la chapelle
Et le destin a fait que je tourne ma tête et je vois Bruno devant sa tour avec son manager. Et je le suis dans le... Backer historique. Oui. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer? Est-ce que c'est un métier à part, backer? C'est quoi, Backer, juste oui, les gens... Ouais, backer, moi... Voilà, Les back- gens pensent qu'il suffit juste de fredonner Non, des... c'est pas comme ça, non, c'est vrai. Mais backer, moi, en fait, c'est ce que j'ai apporté. Au début, je savais pas très bien quel était mon rôle. Moi, je venais chanter avec Bruno, je connaissais pas sur les positions. En plus, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. J'ai pas fait beaucoup de scènes, moi. Et je me retrouve avec des 5000 personnes. Première date, Firmini, près de Saint-Étienne, 5000 personnes. Tu vois le délire, je passe de 14 De la juillet à kermesse, Blanc-Ménil. Ouais, la kermesse. Ça va, après la kermesse, on a fait un petit 14 juillet, tu vois, les 21 juin. Ah, voilà, un petit public à ça. Donc, j'ai trouvé mon rôle petit à petit. Et j'ai senti que Bruno, il avait besoin que je l'accompagne et que je le complète. Comme tu as vu, ces gens-là, ces artistes-là, ils ont tellement de textes dans leur tête et tout. Tu vois, ils ont tellement de musique qu'ils ont faite, des fois. C'est dur de s'y retrouver. Voilà. Moi, par exemple, Bruno, j'ai un rôle, par exemple, avec lui, des fois, c'est moi, je lui donne le go du couplet, comment il commence. Ouais. Par exemple, on va faire voir le docteur, je vais faire comme beaucoup de filles. Déjà pour lui lancer la balle, et lui, ça vient tout de suite. Ouais. Deuxième couplet, il sait plus où on est, des fois. Il sait plus, parce qu'après, le public, ils te font des bonjours. Toi, il faut te rappeler du son, deuxième couplet. Moi, mon rôle, j'arrive, c'est cette année. Juste lui met la deux premières phrases. Il va continuer. En même temps, moi, mon rôle, Bruno, il est dans son délire. Moi, j'ai un peu speed. Je joue avec le public. Je vais à gauche, je vais à droite. Comme ça, lui, il est centré. Et en fait, c'est Iniesta, Messi, hein, c'est un travail d'équipe, je te jure. Si tu devais garder qu'une seule anecdote par rapport à toutes ces années en tant que backer avec lui, ce serait laquelle? Comme j'ai dit dans le livre, je sortais du lycée, je cherchais un boulot. Et je suis parti vers Château d'Eau, je crois. Il y a le studio bleu là-bas. Et je rencontre Bruno par hasard. Il était je me rappelle, une Mercedes décapotable, c'est le cas, avec sa grosse touffe. Tu peux pas le rater. Bonnet rose sur le côté. La voiture, déjà, elle est verte. Ouais. Avec un bonnet rose, le mec. Je vois de 5 km. Déjà, je le vois conduire. Donc, gynéco, il conduit déjà. C'est le cas en plus. Ça je l'avais toujours connu avec des chauffeurs. Et tac, il s'arrête. Il me dit, mais comme ça, c'est naturel. Il me dit, ah Abou, ça va? Je dis, bien sûr, ça va, Bruno. Je dis, je suis content de te voir, mon frère. Ça fait longtemps. Il me dit, t'as grandi, hein? Je dis, bah oui, la charge du lycée. Tu connais mes textes? 3 phrases. Je dis, bien sûr, je connais tout l'album, frérot. C'est bon, je t'embauche. Je m'embauche de quoi? Je fais une tournée. Une tournée de musique, oui. Je fais 40 dates, c'est bon, t'es pris. Patrice, il appelle son manager, Patrice Diave à l'époque. Parle avec le jeune, c'est bon, lui, c'est lui qui va faire mes bacs. Bouzou, rejoins-moi là-haut. Il se barre. Direct signé. Je vois un grand monsieur, il fait 2 mètres, Patrice Diave, impressionnant. Il travaille avec Johnny Hallyday à l'époque. Et il vient me voir, il me dit, ouais, ça va. Tu t'appelles Abou, ouais. Il me dit, bon voilà, tu vas faire des répètes tel jour, tu vas être payé tant. Et en plus, je suis payé dans ma tête, je voulais pas, je dis, putain, je croyais que j'allais faire ça gratuit déjà, je m'en fous. Mais là, vous voulez me payer en plus. Et bref, il me dit, tac, déjà, il me sort 10 jours de répète. Et il me dit, voilà les dates. Je vois marquer Saint-Étienne, je vois plein de dates et tout. Dans ma tête, je regarde, mais je suis sonné encore. Naturel, quelqu'un qui te fait ça. Ouais, c'est impossible. C'est ouf, ouais. Fais-le aujourd'hui, là. On dit un grand artiste, là, il rencontre un mec qui est fan de lui, il dit dans la rue, tu connais mes textes, c'est bon. Et depuis 20 ans, ils sont en tournée ensemble. Ça fait 20 ans déjà, 2003, 21 ans. Bah justement, première consultation, on va fêter ses 30 ans en 2026. 26, ouais. Vous nous préparez quoi comme... Je sais que vous imaginez du lourd. Faudra lui poser la question. Mais t'as déjà une idée? Je n'ai pas le droit d'en parler. Je n'ai pas le droit d'en parler sur la 2026. Je peux mettre un joker? Ouais, juste sur celle-là, comme c'est Bruno. Comme il fait ses affaires et tout. Mais normalement, ça va bien se passer. Normalement. C'est en cours. Il y a un autre rappeur important dans ta carrière, c'est Alpha 520. Exactement, beaucoup. Il t'a donné de la sephora à un moment donné, à un moment où tu n'y croyais plus, limite, dans le rap. Exactement. Ouais. Comment ça s'est fait? Je sais aussi que tu lui as rendu l'appareil, donc si tu peux revenir sur cet épisode. Avec Alpha 520, Alpha 520, ça a été... c'est un gars de chez moi, qui est un ami à moi, qu'il connaissait depuis le Sénégal. Et comme ça, un poteau à moi, il savait que mon rappeur, il disait, mais mon pote Alpha, tu connais? Je dis, mais Alpha, je kiffe et tout ce qu'il fait. Il venait de commencer un peu le son. Il avait 2-3 mixtapes qui tournaient. Il m'a dit, mais c'est mon frère et toi, je te le présente et tout. Et il me ramène au studio, Alpha, il me voit, tac, on discute, tac, sénégalais, ah, ça va frérot, je kiffe ce que tu fais. Direct, le contact entre lui et moi, il a vu, j'étais fluide. Je faisais 2-3 phrases à lui, je le rappelais, il me dit, ah, toi, t'es une galère. On a rigolé et tout. Et il m'a invité, 2-3 jours après, il m'a invité faire un son. Et il nous a fait le clip ce jour-là. On n'avait jamais sorti de clip de notre vie entière. Donc 2005, je crois, c'est mon premier clip.
Ouais. Signé Avec Alpha 520, sur sa compilation, avec mon groupe Blancoc La Dream Team. Beaucoup de respect pour Alpha, humainement, il est comme ça. Même pour ce qu'il a fait à l'époque, on parle des rentres dans le cercle aujourd'hui. Lui, c'était dans le même style, on va dire, à l'époque. Il y a combien de personnes ou de rappeurs qui se sont retrouvés dans les compiles d'Alpha 520 ou qui n'ont jamais sorti de CD après, derrière ou quoi. Vraiment, il mettait la visibilité pour les jeunes de quartier, il faisait ça avec le cœur et ça a permis à plein de jeunes. Bon, sur 100 groupes, au moins, s'il y en a 2-3 qui peuvent tirer leur épingle du jeu, ben, c'est toujours bien à prendre. Est-ce que tu as donné ton livre à Alpha 520 ou au Doc? Doc, oui, lui, Doc, il l'a lu. Alpha, je lui ai envoyé un message pour qu'il m'en envoie une adresse parce que lui, il bouge beaucoup. Donc peut-être je vais l'envoyer à Dakar. Et en tout cas, même lui, son livre, respect à Alpha. Tu nous as promis du coup un EP pour cette fin octobre. Exactement. Ça en est où? Il est fini. Ben là, je te parle, là, justement, on l'a fini. J'ai tourné mon clip avec Kalash Criminel, là, ce week-end. Ouais, on l'a vu en story. Voilà. Faut que j'aille m'installer au Lacrose, tranquille siroter mon verre de Bissau. Hey, on est dangereux, intelligent, on crée la polémique. Les racistes, les poucaves, tu sais qu'on les nique. On représente tout ce qu'ils détestent. J'ai tourné le clip qui sort le jour de la sortie. C'est tourné au Blanc-Ménil donc. Tourné au Blanc-Ménil, on l'a invité là-bas, super. Respect à Kalash Criminel. Un gars plein d'amour, plein de cœur, franchement, respect. Hein. Même son cerveau, lui, franchement, ça manque de rappeurs un peu engagés comme ça, tu vois. Franchement, lui, c'est un autre niveau. Et même humainement, c'est pas, quand je l'appelle, c'est fluide. Tu sens que c'est avec le cœur. Il n'y a pas de tes relous. Il y a des gens, tu vas les appeler, ouais, je viens, mais ils viennent d'un reculon. Ah, avec un calcul. Non, frérot, t'as compris. Frérot, t'as besoin de quoi? Sinon, les autres, ouais, j'ai ça à faire. On a tous des vies. Hein. Quand tu veux faire quelque chose pour quelqu'un, tu vas trouver 2 minutes. Tout est question de priorisation. Exactement. Donc voilà, tu vas pas nous la faire. Donc moi, je suis un peu un mec comme ça. Et sur ce EP, là, il arrive. J'ai mis que 2 feats. J'ai mis Kalash Criminel avec le cœur. Et il y a un petit Titoff, il s'appelle, de Martinique, un petit jeune, qui fait beaucoup de bruit aussi, qui est, comme moi, ma relation avec la Martinique, je voulais inviter quelqu'un de là-bas. Qui a fait aussi du bruit en France. Terrible, bien sûr. Mais à la base, il habite en France. Mais c'est plutôt ce lien avec la Martinique, comme on avait des gens en commun. Et je l'ai invité, et on a fait un super bon son. Concrètement, tu vises quoi avec ce projet? Est-ce que c'est, tu vois, pour tâter le terrain, pour revenir en force, pour annoncer un album, pour te remettre en selle, tu vois? Moi, je te mens pas. Avant, je me projetais trop. Ouais, on va faire ça, on va faire ci. Là, j'ai appris. Là, comme disent les Antillais, calmer corps. Je calme mon corps. J'y vais étape par étape. Là, on est dans la littérature. J'ai fait mon livre, tu vois. Je fais accompagner de musique. Là, maintenant, un mois plus tard, je sors le EP pour accompagner. En fait, ce que j'ai mis dans le livre, je l'ai mis aussi en rap. Là, je fais plus de storytelling. T'as vu, je te raconte une journée, quand je vais au Brésil, je ramène des affaires. Je me lève le matin, les 8 heures, je bois mon café, je fais ça, je ramène l'argent à la mule. J'ai un peu plus détaillé, et ce que mon public m'a reproché, le premier album. Parce que, Bakhao, t'as tellement d'histoires, mais dans ton album, on a vu qu'il n'y a pas d'histoire. À part Trahi, Ma vie, Bakhao des Neiges, il y en a 3-4 sur 15. Faut rester debout, faut pas se mettre à genoux. Pour la famille, faut des sous, mais la liberté, c'est un truc de fou. On te l'a dit, elle n'a pas de prix, je te le certifie, je te le garantis. J'ai fait du sale dans les Antilles, toi Bouzou, tu n'as pas gentil. Et j'ai vu que les gens, en fait, ils m'aiment bien dans ce format-là, ils ont envie donc j'ai mis ma musique cohérente avec mes histoires, sans trop être relou, pas faire le castor. Tu as traduit ton histoire en musique. Et là, je prends goût encore plus, même sur les thèmes qu'on se donne, franchement. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas de collab avec Fianso? Sur ce projet, ouais. Peut-être pour l'album. Parce que les gens, ils ont trop l'habitude de nous voir, Bakhao de Fianso. Ouais, J'essaie un peu de me détacher. De vous, ouais. Fianso, on s'appelle, je sais qui vient. T'as compris? Là, maintenant, j'essaie de passer un peu à autre chose. Et si on a besoin de se remettre, faire un son ensemble, ça, il n'y a pas de souci. On se connaît depuis tout petit. Mais j'ai envie de passer un peu à autre chose, de découvrir s'il y a des autres personnes qui aiment bien ce que je fais. Bon, il y a d'autres artistes aussi que j'aime bien. Donc, essayer d'ouvrir un peu plus le Bakhao que Fianso, Gynéco. Non, Bakhao aussi, il a d'autres goûts, d'autres couleurs. Pour en savoir plus sur le rap français, ouais. Et aussi ton regard sur les rappeurs, je te propose un petit tac au tac. Je te donne un nom, tu le résumes en un mot, et tu as 2 jokers. Vas-y, peut-être, on va voir ce que ça donne. Parce que je ne regarde pas trop, mon frérot. Mais ça dépend des blazes. Fianso, déterminé de fou. Il est hyper actif dans la musique. Il veut jamais dormir. Il peut faire 10 films cette année. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est bon, j'ai fait 10 films, j'ai mes sous, je vais à Phuket. Il va dire, avant, encore 10. Il persévère. Il a un but, je pense. Il se reposera plus tard. Doc Gynéco a zen attitude,
un gars du cœur, un gars respectueux et une très très grande légende vivante. Parce ce qu'il a vu Doc Gynéco, si Gynéco il était comme Bacha où il parlait, mais c'est 50 livres qu'il va te faire. Il a côtoyé des Bernard Tapie, il a passé mon papa du même monde. Hein. Je reste encore dans mes petits noms, hein. On parle des Johnny Hallyday, moi j'ai avec eux, et j'en passe, des Renault. Là, je te parle juste des gens un peu, tu vois, tu comprends un peu l'élite. Donc quand tu as côtoyé des gens comme ça, je pense que si tu as eu des discussions avec ces gens-là... Les vieux Doc Gynéco, finalement, tu les as côtoyés toi aussi. Bien sûr. Je les ai vus en petit, moi, j'étais comme ça, un petit bose. Un petit chouchou. C'est le petit sur lequel on va gâter. C'est mon cousin. Moi, je suis là tout timide, mais en tout cas, ouais. NTM. NTM 93, le groupe qui nous a bien représenté de fou. Ouais, de fou. Mac Taylor. Mac Taylor, ça me parle direct de l'album qu'il avait fait, là. L'album de Tandem, quand ils avaient fait le truc avec Jams et tout. Le jugement, ah non, tout ça, là, oh là, là, respect. Non, pour le 9-3 même, un grand respect à ce qu'ils avaient fait à l'époque. Plus récent, du coup, PNL. PNL, je connais pas trop, mais dans leur mood, ils sont bons. T'as déjà écouté? Ouais, j'ai déjà écouté. Ouais, j'ai écouté. Mais vraiment, les sons qui passent en radio et tout. Hein. Okay. Après, je me suis penché un peu dessus. J'ai bien aimé leur univers, mais après, je peux pas t'en dire plus sur eux, je connais pas personnellement. Kalash Krimi. Kalash Krimi, ah oui. Très grand artiste. Moi, Kalash Krimi, c'est l'intellectuel pour moi. Il passe tellement de messages, t'as vu. En plus, c'est un jeune hein, par rapport à nous. Hein. Il est jeune, hein. Quand même, il a peut-être 10 ans de moins que moi. Mais beaucoup de respect pour ce qu'il représente et tous les combats qu'il mène. La crime. La crime, on a des points en commun, la crime. Même âge, même génération. Ouais, la crime, j'aime beaucoup la crime. Karim, j'aime beaucoup. Seth Gecko. Seth Gecko, Seth Gecko. Thaïlande, moi ça me pensait direct à Thaïlande Phuket. Quand j'allais à Phuket tout le temps dans son bar. Et respect. T'es parti avant lui en Thaïlande, non? Oui, moi je suis venu avant lui. Je sais pas si, après, je connais pas dans sa vie personnelle, mais je sais que lui, il a ouvert son restaurant vers 2010-2009. Moi, j'ai ouvert mon premier restaurant, c'était en 2006, le Green Eyes. Donc, je sais que c'était après, quoi qu'il arrive, il avait ouvert un restaurant. Il n'était pas encore là. Tiakola. La mélo. J'aime bien la mélo. Je le kiffe, ce petit. SDM. SDM, j'aime beaucoup aussi. Beaucoup de talent. Alpha 520. Alpha 520, le boss de Paname. Respect, Alpha 520. Pour finir, Booba. Booba aussi, un très grand du hip-hop. Très, très grand. Moi, je regarde pas les Jacadi Hadi. Moi, je parle musicalement. J'ai toujours des sons à Booba que je vais remettre dans ma voiture. C'est indémodable. Lourd. En vrai, t'as un putain de bel esprit à rap. Hein. Moi, franchement, moi, sur ça, je suis ouvert à tout. Hein. Je peux même écouter je vais même à Ibiza, je fais des soirées électro, moi, je suis dans tout. Toute la bonne musique. Dans ton livre, on apprend que tu as vécu 3 ans en Thaïlande, 3 ans au Brésil. Qu'est-ce que tu retiens de ces séjours? Quand je dis 3 ans, c'est pas d'un coup, c'est avec des allers-retours. Mais c'est vraiment un mois ici, okay. Vraiment. Mais 3 ans, d'une période de 3 ans. Ce que je retiens là-bas, c'est... moi, ce que je vais retenir de la Thaïlande, c'est les gens. Les Thaïlandais, ou au Brésil, pareil. Les pays, c'est pas que pour aller en boîte et faire la fête. D'ailleurs, tu as créé des business, si je me trompe pas. Exactement. Ouais, j'avais mon restaurant et j'avais aussi les habits de Chine. Moi, t'en parles au passé, c'est plus d'actualité? Là, je suis là peut-être. Là, j'ai été en Thaïlande il n'y a pas longtemps. T'as encore ce resto ou tu l'as revendu? Non, je l'ai revendu. Je l'ai revendu juste pour... Après, je suis parti au Brésil. Donc, vraiment, je l'ai vendu en 2010, à peu près comme ça. Le trafic de drogue, pour en parler. Il t'a emmené plusieurs fois à la case prison. Pourquoi t'as pas finalement arrêté dès la première fois, dès la première peine? Excuse-moi de te dire, mais le stupéfiant m'a pas ramené plusieurs fois. Qu'une seule fois en Martinique. Voilà. Les autres fois, c'était pour rébellion. Que les bagarres avec la police. Voilà, la première fois que j'ai été en prison, pour le stupéfiant. Je voulais voir si tu suivais, parce que moi... T'inquiète pas. T'es à nous, toi. Il est bon. En tout cas, c'était la première fois, c'est en 2015. Donc, pendant, on va dire, je t'ai dit, j'ai commencé en 2009, vraiment. Pendant 7 ans, je suis toujours passé à travers les mailles du filet. Et... Pourquoi finalement t'es rangé après la Martinique? On en revient maintenant. J'aurais dû peut-être aller en prison. À commencer par la Martinique. Par là-bas, parce qu'après, j'aurais pu été peut-être, ouais. Parce que moi, je te le dis, comme je dis, je suis nature peinture. C'est les conditions de détention et les gens de là-bas,
qui m'a fait prendre conscience, comme si mon étoile, elle m'a dit... Dernier avertissement. T'es là, vous faites les malins, regarde, c'est quoi? Regarde la vraie prison, là, les fous et tout qui sont là, qui sont prêts à te tuer, qui ont pris des 20 ans, qui n'ont rien à faire. Et t'es tout seul, là, il n'y a pas tes potes. Hein. Ah, tu vas pas appeler Aboubacar ou... Non, 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 non. C'est toi, t'es dans la cellule, les mecs sont là, ils sont chez eux en plus, frère. Tu vois? Et j'ai vu vraiment comment c'était. J'ai dit, frère, la paix mieux que l'argent. Quand je ressors, c'est bon. Tu dis que tu as vu comment c'était, mais nous, on ne sait pas. Est-ce que tu as vu des trucs hardcore en mode des bagarres, tu vois, qui finissent par des meurtres? Déjà, moi, mon co-détenu, il était là pour meurtre. Il a tué son co-détenu. Ok. Ça promet. Dis-toi. Ouais. Je dédicace. Parce qu'on était en cellule ensemble. Eh ben, dis-toi, il est là pour ça, déjà. Donc, dormir avec quelqu'un comme ça, déjà, ça te fait pas peur? Il a tué son co-détenu et qu'il est resté 2-3 ans. Déjà. C'est-à-dire, dans ma cellule, que des affaires, soit tentative de meurtre, soit meurtre. Moi, je suis le seul stupéfiant, déjà. T'as vu? Les gens, ils sont déjà énervés. Ils sont dans une affaire de meurtre. Ils ne réfléchissent pas comme un mec qui est là pour un mois, 1 an ou 2 ans. C'est pas la même réflexion. C'est-à-dire, toi, pour le moindre truc, ils sont sur les nerfs. Ils demandent qu'à péter, frérot. T'as compris? Et comme je te disais là-bas, c'est pas trop de bagarre. Moi, ce qui m'a choqué là-bas, c'est qu'il n'y a pas trop de bagarre. C'est les règlements, c'est au coup de... Ça se passe avec ils ont leur truc, là, leur pic. Tu vois, là-bas, en France, il y a beaucoup de bagarres dans les prisons, ça se bat, après c'est fini. Là-bas, huile chaude, pique. Ils font des pics comme des couteaux. Le mec, tu marches derrière la douche, tu vas à la douche, clac, il te le met dans le dos. C'est plus des trucs en scred que bagarre en France. On va dire, laissez-les se battre, on sépare. Vas-y, faites votre tête à tête. Et ça que j'ai vu là-bas, pratiquement, j'ai pas vu tête à tête en 8 mois là-bas. Tu vois, avant d'arriver en France, comme on est en prison en France, j'ai pas vu. C'était vraiment l'huile chaude. J'ai entendu que des attaques par derrière. Que des trucs. Voilà, sinon, et c'est vraiment ça, là. C'est pour ça que j'ai dit ça ressemble à la Jamaïque et au Brésil, ces prisons. Mais j'ai l'impression que le séjour en Martinique t'a aussi positivement marqué. Est-ce que la rencontre avec la Flèche y a contribué d'une certaine manière? Ah, la Flèche, le frérot. Moi, la Flèche, il est venu à un moment, moi, ça faisait déjà 6 mois que j'étais là. Donc c'est vraiment moi qui l'ai accueilli, ça veut dire la Flèche... Lui-même était perdu. Même lui, il est arrivé, pourtant il a fait plusieurs peines et tout, mais arrivé là-bas, c'est même lui... C'est quoi? Ici, dès que tu arrives, dès là-bas qu'ils ouvrent la porte de la prison, je suis sûr qu'il va pas être dur. Si t'es pas dur, t'es mort. Ah non, je te dis. Ah non, c'est mort. C'est-à-dire, moi, la Flèche, dès qu'il est arrivé, je lui ai expliqué, je dis, voilà, la Flèche, ici, c'est comme ça, fais attention à ça, t'as vu? Je lui ai donné les directions à suivre, tranquille, t'as vu, je l'ai un peu rassuré. Et après, il a fait sa peine, il est resté là-bas plus d'1 an, il a fait sa peine comme il se doit, et moi, je l'ai quitté au bout de 2 mois, comme ils m'ont accepté le retour à Villepinte, quoi. Voilà. Et il y a des liens qui sont créés avec la Flèche là-bas, vraiment, il n'y a que lui et moi qu'on sait. Quand on se voit là, on se dit, ah, tranquille, frérot, on sait d'où on vient. Ouais. Tu es papa de 4 enfants. Oui. Quelle est ta vision de la paternité? Moi, ma vision de la paternité, aujourd'hui, être proche des enfants. Nous, quand on a grandi, on n'était pas proche des parents, c'est pas de leur faute. Ça, c'est pas pour faire eux ou déjà, ils sont arrivés en France. Ils travaillent, on leur a donné des papiers, ils ont dit Dieu merci. Vous savez? Ça veut dire déjà, ils étaient concentrés, ils n'avaient pas peut-être le temps. Moi, je trouve que la nouvelle éducation, nouvelle génération, moi, je suis plus proche de mes filles et parler avec eux, de pas se dire s'il a fait quelque chose, ah, papa, il va être énervé ou papa va m'engueuler. Nous, on a grandi comme ça un peu. Pour ça, on cachait les choses. Elle dit rien, papa, il va me tuer. C'était, le mois, il va me tuer. Moi, j'évite ça comme j'ai 3 filles déjà et un garçon. Avec le garçon, je suis plus. Je dis, vas-y, réveille-toi, fais pas le. Vas-y. Réveille-toi, frérot. Ça, c'est notre côté mec, ça. Fais pas le mou, là. Arrête, derrière tes sœurs. Et les filles, voilà, je leur apprends que la vie ne va pas être facile non plus. Parce qu'il ne faut pas faire que c'est le monde des merveilles. Elle était plus en mode princesse, quand même. Voilà, ah oui, de ouf. Mais qui se disent que j'ai besoin de papa. Parce qu'avec Internet, les enfants, moi, ce que je dis avec ce que je vois avec les filles, peuvent se dire. Des fois, ils vont chercher un garçon ou quoi pour se dire, à la maison, j'ai pas ça. Ou, tu vois? En fait, ouais, ils ont montré, ouais, il faut aller à Dubaï, il faut avoir ma fille, si tu as besoin, ton papa, il est là. S'il faut que je me tue pour tes études, qu'un jour tu as le permis, je t'achète ta voiture. Ta vie ne compte pas sur les gens, pour le matériel. Tant que je suis là, même si moi je mange du thon à la catalane, t'inquiète pas, toi, ça va aller. Je suis plus comme ça dans l'éducation. Mais du coup, ta fille aînée, c'est une jeune ado? Ouais, elle a 15 ans maintenant. Ok. Elle a du coup l'âge de lire ton livre. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elles savent, tes filles, sur Bahao, le personnage? Est-ce que tu leur en parles? Les 2 petites, non, parce qu'elles ont 7 et 8. Elles savent que je chante. Moi là-bas, je voulais que personne ne sait. Moi, personne ne sait. C'est mon truc, c'est moi, ma famille, je ne veux pas les exposer dans les trucs et tout. C'est vraiment un truc privé. Mais je t'ai dit, mes petites filles là, de 7 et 8 ans, ils l'ont su comment? Sans trahir. Les animateurs. Mais ton papa, c'est un chanteur. Bahao, il s'appelle. Ça a commencé comme ça, les filles, YouTube. Papa, ouais, Bahao. Arrête de me dire, c'est qui Bahao? Qui est Bahao ici?
Et t'en fais vraiment la scène, Maroc. Bah oui, je suis devenu ouf. Encore ma fille de 15 ans, je savais. Parce qu'au collège, ils nous ont dit, ah, ton père, c'est Bahao. Ça va vite, ça va vite. Internet, avant, il n'y avait pas, on n'était pas cramés. Là, c'est sans dire à mes enfants, c'est ma fille de 15 ans au collège, je dis, ah, ton papa, c'est Bahao. Quand même, quand elle s'embrouille, attention, son père, c'est Bahao, il va venir. Hein. Ça, par contre, ça la sauve dans quelque chose comme ça, mais bon. Et voilà, c'était ça, quoi. Pour conclure, je te propose un petit tac au tac. Tu connais le principe, 2 mots, tu choisis celui qui te parle le plus. Vas-y. Thaïlande ou Brésil? Thaïlande. Thieboudienne ou Mafé Poulet? Tu bouges. Thé ou café? Thé. Marseille ou Blanc-Ménil? Blanc-Ménil. Un disque d'or ou 50 000 livres vendus? 50 000 livres. Funky Family ou NTM? Funky. Trap ou drill? Trap. Booba ou Rof? Ah, je sais pas. Real ou Barça? Real. Libéré ou délivré? Libéré. Une testicule ou un testicule? Oh, Celle-là, tu l'as pas vu venir? Ah, je sais même pas c'est quoi la forme, ça veut dire. Attends. Une testicule ou un testicule. Tu peux pas me dire ce que ça veut dire, frère? Un testicule. On verra à la fin. Oh, j'espère que je me suis pas trompé. Et dernière. Hein? Un cerne ou une cerne? Une cerne. Ah wesh. Ah, top. Merci pour tout. Merci à toi, frère. Merci de l'invitation.